Donc, le webinaire que nous vous proposons aujourd'hui a pour but de vous présenter une solution innovante de formation au poste de la filière chimie. Avant d'attaquer ce webinaire, peut-être rapidement présenter Novachim pour ceux qui nous connaissent peu ou pas encore. Donc, Novachim, c'est le réseau des entreprises et des laboratoires de la filière chimie et matériaux en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, nous sommes constitués de 4 pôles ou services. Donc, le pôle innovation dont je fais partie, le pôle expertise réglementaire environnement, un pôle formation donc, qui propose des formations spécifiques aux activités industrielles de la chimie, et un pôle service social. Donc, ces 4 pôles travaillent en étroite synergie les uns avec les autres. Et la mission principale de Novachim, c'est d'accompagner le développement des entreprises et de soutenir leur compétitivité à travers principalement donc l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations, en engageant ces actions selon des axes prioritaires qui sont la transition écologique et énergétique, la réindustrialisation et la relocalisation des productions, et aussi l'accélération de l'innovation dans des filières stratégiques, dans des secteurs stratégiques pour la filière, donc la chimie biosourcée, les biocarburants, les matériaux avancés notamment. Donc, Novachim est soutenu par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, par France Chimie Méditerranée, donc, qui est le syndicat professionnel de la branche chimie en région, par la métropole Aix-Marseille-Provence, et aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui reconnaît notre rôle d'interface entre les entreprises et la recherche académique en filière, grâce à notre label Cellule de diffusion technologique. Enfin, Novachim donc, peut s'appuyer également sur tout un réseau de partenaires en région pour animer son réseau. Et c'est dans ce cadre que nous organisons ce webinaire avec notre partenaire donc, Provence Promotion, qui est l'agence de développement économique qui accompagne les porteurs de projets dans leur démarche d'implantation d'entreprises en Provence, et qui nous a présenté la société Abster, qui est porteuse, donc je viens de le dire, d'une solution numérique innovante de formation à des postes d'opérateurs spécialisés. Et nous pensons que cette solution peut vraiment intéresser vos entreprises, les entreprises de la chimie en général. Et c'est pour cela, donc aujourd'hui, avec Provence Promotion, nous proposons ce webinaire. Je vais laisser la parole à Gaïané qui va présenter Provence Promotion avant voilà, de commencer le webinaire. Gaïané, c'est à toi. Oui, merci Stéphane. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin pour présenter Abster. Je suis chef de projet industrie et logistique à Provence Promotion. Comme Stéphane a mentionné, nous sommes l'agence d'attractivité et de développement économique de la métropole et la Chambre de commerce Aix-Marseille. Depuis 25 ans, notre agence a vocation à détecter des investisseurs potentiels français ou à capitaux étrangers et les convaincre pour attirer ces investissements sur notre territoire et de déployer toutes les ressources nécessaires à leur implantation et à leur rayonnement. Ainsi, nous accompagnons et aidons ces entreprises qui souhaitent développer une activité en proposant une palette de services gratuits et confidentiels. Alors, par conséquent, nous sommes à l'écoute et à disposition de ces porteurs de projets pour apporter une assistance nécessaire au cours de différentes étapes de leur projet, analyse stratégique de projet pour comprendre l'activité et les lieux de souhait de l'implantation. On aide et organise des tours de table financement qui permet à mettre autour de table les financeurs publics et privés et ainsi détecter les dispositifs de financement dont l'entreprise peut être éligible. Nous faisons aussi une recherche immobilière. On aide à trouver le lieu où l'entreprise peut s'installer et ça peut aller de centre de coworking jusqu'au centre coworking, bureau commercial, local d'activité, entrepôt, terrain à construire. Nous accompagnons des sociétés, des startups jusqu'à les grands comptes. On appuie au recrutement en mobilisant des acteurs publics et privés afin de trouver les profils nécessaires et aussi on accompagne en mobilité des familles qui sont amenées à se déplacer pour s'installer dans la région, on aide mieux connaître les territoires où ils vont travailler et habiter. Et une fois qu'on a installé l'activité, on a aidé le lancement de cette nouvelle activité, nous mettons tout en œuvre
nous mettons en valeur le choix de l'entreprise de notre territoire via nos outils communication. On fait un article dédié qui sera partagé sur les réseaux sociaux, notre site web. Nous décernons aussi notre label Invest in Provence et on fait un petit événement à l'occasion d'un salon à l'inauguration de leur nouvelle entité. Et tout ça, on ne fait pas tout seul dans notre coin, on fait en collaboration étroite avec un réseau de partenaires dont Novachim fait partie. Et voilà, cette organisation de cet webinaire pour vous présenter la société Abster qui propose une solution. Voilà, je laisse Franck présenter cette solution. Merci. Merci beaucoup, Gaïané. Donc, eh ben, on est parti pour une petite heure de webinaire, donc avec la présentation de la société Abster et de sa solution donc, par son dirigeant, Franck Vermet. Donc, rapidement, dire qu'Abster développe une plateforme digitale qui vise à transmettre et pérenniser des savoir-faire opérationnels dans les entreprises. Et Franck va vous présenter beaucoup mieux que moi, donc je vais lui laisser tout de suite la parole. Juste avant ça, quelques petites consignes. Merci pendant la présentation de garder les micros et caméras fermés. À la fin de la présentation d'une vingtaine de minutes, on gardera un temps, hein, c'est prévu, pour une séance de questions-réponses. Et dans ce cas-là, voilà, vous pourrez intervenir et poser vos questions. Franck y répondra. Pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions quand elles viennent par le chat. On les relaiera ou on vous donnera la parole à l'issue de la présentation. Et un dernier mot pour dire que ce webinaire est enregistré pour vous permettre d'avoir derrière un accès à un replay. Voilà, donc si personne ne s'y oppose, le webinaire est enregistré. Et je laisse la parole à Franck pour présenter donc, la solution Abster. À toi, Merci Franck. Stéphane, merci Gaïané. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne? C'est parfait. Ok, alors c'est parti. On va effectivement parler du savoir-faire et comment on peut le transformer en patrimoine à la fois digital mais aussi vivant, puisque le savoir-faire est quelque chose qui est éminemment humain et qui n'est pas que du numérique. Alors, très rapidement, je vais me présenter. Euh, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans différentes industries. J'ai commencé dans la géologie au nord-est de la Sibérie et déjà à l'époque, je faisais de l'extraction sous forme chimique d'or. Et puis j'ai passé une dizaine d'années à designer, construire, mettre en route des usines de produits chimiques avec des process, soit en chimie de base, en hydrométallurgie. Et puis, j'ai fait une quinzaine d'années dans le domaine pétrolier, dans différents pays, à construire des équipements manufacturés. Donc, du coup, passer en production discrète après des flux continus. Et puis, les 7 dernières années ont été passées dans le groupe aéronautique Safran, où là, je faisais du support, du lean manufacturing, de l'amélioration continue. Et en fait, l'aventure Abster est le résultat du programme d'incubation de start-up du groupe Safran, où nous avons passé 2 ans. Et l'aventure Abster est aujourd'hui une société anonyme, enfin une SAS, pardon, une SAS qui est complètement autonome depuis le 1er janvier de cette année. Alors revenons au cœur du sujet. Aujourd'hui, on constate, pardon, ça va être un peu vite, que le savoir-faire tout au long de la vie d'un collaborateur, c'est un facteur limitant, hein. Quand on ne maîtrise pas bien le savoir-faire, ça a un impact fort. C'est un problème au début de la vie d'un collaborateur dans une entreprise. Son onboarding prend pas mal de temps. Quand la personne veut changer de poste, quand il y a des nouveaux produits qui arrivent, ben de nouveau, comment arriver à maîtriser ces nouveaux savoir-faire, c'est un sujet. La non-qualité, dans 80% des cas, est liée au fait que les gens maîtrisent mal leurs compétences. Et puis, quelque chose qui est devenu encore plus prééminent ces dernières années, à la fois avec la pyramide des âges et le Covid, c'est les départs en retraite de collaborateurs avec des dizaines d'années d'expérience parfois, et qui peuvent exposer une société parce que quand ils disparaissent, ben, il y a un monument de savoir-faire qui disparaît avec eux.
Je ne vais pas évoquer le sujet du transfert d'activité qui est un sport international pour les grands groupes, mais il faut retenir que c'est toujours aussi un souci quand on doit transférer de la tête et des mains d'une personne vers la tête et des mains d'une autre personne, si tant est en plus qu'elle ne parle pas la même langue. Donc ce sujet est vraiment multidimensionnel. Et pourquoi c'est un problème? Ben, en fait, dans la pratique, pour qu'un expert devienne expert, en apprenant tout seul, ça prend des années. On voit ça au quotidien hein, de nos jours, hein. L'expert, c'est quelqu'un qui a 2, 5, 10, 20 ans d'expérience. C'est intéressant d'ailleurs de constater l'étymologie. Un expert a de l'expérience parce qu'il a fait plein d'expériences. Quand on parle d'aspect labo et chimie, on fait des expériences. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. L'expert, c'est celui qui a gardé les expériences qui ont bien marché de toutes celles qui n'ont pas bien marché. En tout cas, c'est extrêmement long. Alors, il y a un mode d'apprentissage ou de maîtrise qui est un petit peu plus efficace. Il a plusieurs appellations, mais en moyenne, on va appeler ça le compagnonnage. Et si on y réfléchit, ça se pratique encore beaucoup aujourd'hui, mais finalement, ça n'a pas énormément changé depuis le Moyen Âge. Il y a une personne qui sait, qui transmet à une personne qui sait moins, un maître et un disciple quelque part, en montrant, en expliquant. On va gagner du temps, on va passer d'années à des mois, toutes industries confondues. Aujourd'hui, on constate que c'est à peu près 6 mois la moyenne pour mettre un nouveau collaborateur en autonomie, ce qui ne correspond pas du tout aux besoins industriels. Les besoins industriels, ça va plutôt être de l'ordre de quelques semaines. Un patron de production va dire, voilà, moi j'ai besoin d'embaucher 10 personnes, quand est-ce que je vais pouvoir produire il n'a pas conscience que si on compile le temps de recrutement et le temps de mise en autonomie, ben, on se rapproche d'un an systématiquement. Donc, ben, en fait, avec Appster, on s'est attelé à ce problème et on arrive effectivement à changer encore d'échelle de temps et à mettre les gens en autonomie en quelques semaines. Alors, comment on s'y prend? On se base sur une méthode que les Américains ont développée pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, à une époque où, ben, sous la pression de la guerre, les hommes étaient partis au front, venir nous aider en Europe, et les usines se sont vidées, et il a fallu assurer la pérennité de l'effort de production militaire. Et donc, les Américains ont tout simplement découvert comment l'humain apprenait, comment on pouvait passer des mains d'une personne aux mains d'une autre personne, un savoir-faire très rapidement, tout en gardant l'efficacité de l'expérience et de la bonne qualité des gens qui ont les bonnes pratiques entre les mains. Donc, bien sûr, le monde moderne a un petit peu évolué et du coup, on a fait sortir une solution qui est hybride. Appster, c'est une solution hybride entre le côté humain, la méthodologie dont je vous parlais, qui est toujours valable, hein, l'humain n'a pas changé. Mais par contre, maintenant, on profite également du digital pour pour pratiquer cette méthode encore mieux et s'adapter au monde moderne qui a un petit peu évolué. On en parlera dans la prochaine planche. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la solution permet en 3 temps de, premièrement, capturer les trucs et astuces, les savoir-faire de l'expert. Et là, on va utiliser le digital pour faire des petites photos, faire des micro-vidéos et compiler un support de formation sous forme de vidéo, facilité par de l'intelligence artificielle. Bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Ça va faire le support. Toutes les bonnes pratiques qui ont pris des années aux experts vont être mises à disposition immédiatement pour pouvoir mettre en autonomie des nouveaux collaborateurs. Alors aujourd'hui, en fait, la meilleure analogie qu'on ait trouvée pour former efficacement sur un poste de travail, sur une activité concrète faite par un humain, ben, ce qui marche le mieux, c'est de faire comme on apprend à conduire une voiture, on apprend à conduire un poste de travail. Dans un premier temps, on passe le code, et là, le support qui a été automatisé avec la phase 1 de capture ben, va vous donner une sorte de tuto vidéo, et on a automatisé des quiz derrière. Donc on peut passer le code. Une fois qu'on a passé le code, on va dire à son instructeur de poste de travail, si je puis m'exprimer ainsi, qui est un expert qui va savoir former, qu'on aura formé à former, ben, on va pouvoir passer en auto-école avec cette personne. En auto-école dans l'industrie, ça veut dire travailler en toute sécurité pour le collaborateur et en toute qualité pour le produit.
Et puis, ça, c'est la conduite à chaud, en quelque sorte, la formation à chaud. Et puis, petit à petit, on va mettre en autonomie, en mode conduite accompagnée. Alors, bien sûr, on se situe dans le cadre moderne, hein, des Learning Management Systems, des éléments informatiques sur lesquels on peut connecter la solution Appster. On fait également des environnements de réalité virtuelle, à la fois pour l'attractivité, pour pouvoir préapprendre, apprendre le code hors ligne si c'est des environnements dangereux ou des environnements contraints type salle blanche. C'est pas une finalité en soi de faire de la réalité virtuelle, il faut bien identifier le besoin, mais ça peut se faire très simplement. Et puis, une fois qu'on a capitalisé tout ce savoir-faire, on peut également le partager et le partager sous forme de standards de formation à l'international. Et là, on a intégré de nouveau avec des briques d'intelligence artificielle un côté multilingue à la fois en texte et puis en audio où les modules parlent dans la langue que vous voulez. C'est très inclusif à l'international et des fois même en France où on peut avoir des collaborateurs qui ont des difficultés avec la langue et le fait que ça leur parle, bah, ça facilite énormément. Alors, je reviens sur le côté adaptation au monde moderne, puisque la méthode originelle a été développée il y a 80 ans, quand, pendant la guerre, un poste de travail consistait à faire 2000 trous dans 2000 pièces dans la journée. Ce n'était pas très varié, haut volume de production, faible variabilité. Le monde moderne est beaucoup plus complexe. Il y a des machines complexes, des processus de fabrication complexes, des produits qui peuvent être variés. Et tout ça implique d'identifier des savoir-faire qui ne sont pas uniques sur un poste, mais on a mis au point une petite méthode pour décomposer la complexité d'un poste de travail, pour identifier les savoir-faire critiques à la maîtrise de ce poste. Et étonnamment, ce nombre est assez limité. On parle de 10 à 20 savoir-faire, quelle que soit l'industrie, pour maîtriser les basiques du métier, et même quelques technologies avancées. Et après, on va avoir quelques éléments peut-être très spécifiques à un produit ou à un processus ou à une machine. Mais en tout cas, ces deux éléments-là, basiques et avancés, vont être maîtrisés avec un nombre limité de savoir-faire. Je vais vous proposer une petite démo très courte. Donc là, je vous parlais d'environnement en réalité virtuelle. On fait tout simplement un tour, une petite visite virtuelle comme une visite d'appartement, mais c'est dans la visite d'un environnement industriel. Et puis on identifie qu'il y a des petits icônes orange. Et ça, ce sont des modules de formation qui ont été créés avec Appster. Donc, on va aller visualiser ce module qui, dans un premier temps, vous montre ce que vous allez apprendre. Et dans un second temps, va vous montrer les trucs et astuces associés à chaque élément de compétence. Alors, une compétence, ça va être quelques étapes, 3-4 étapes. Ici, la deuxième étape, ça consiste à secouer gentiment. Des astuces, bah là, on le fait avec 2 bouteilles. C'est une bonne pratique pour que ça marche mieux et plus efficacement. Et puis, bah, on donne la raison de cette astuce qui est de l'efficience. Voilà, c'est une démo très très rapide. Ensuite, après cette visualisation d'un module de formation sur un savoir-faire pour nous, une fois qu'on a découpé, décomposé suivant l'arbre que je vous montrais précédemment, c'est une activité qui en continu, manuellement, va durer de l'ordre d'1 minute. Parce qu'il y a énormément de trucs et astuces dans un savoir-faire. Et donc, ces trucs et astuces qu'on a décomposés, on va les recomposer de manière automatisée avec une vidéo comme on vient de voir ici, et qui va à peu près représenter 3 minutes, derrière laquelle, je ne vous le montre pas ici, mais on aura automatisé des quiz également, issus des éléments textuels que vous êtes en train de visualiser. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine pour générer tout le contenu de formation théorique. Et puis ensuite, ben, on va utiliser, le formateur va utiliser ce support qui devient une espèce de checklist pour ne rien oublier à ce que d'habitude il explique ou il n'explique pas. Il va par exemple y avoir serrer à fond. Serrer à fond pour l'expert, c'est pas pareil que serrer à fond pour le nouveau collaborateur. Et donc l'expert va calibrer en quelque sorte la main du nouveau pour que serrer à fond, ça soit exactement la même chose, perçu par les sens exactement de la même manière pour les deux personnes. Il y a des choses qu'on peut apprendre de manière visuelle en regardant la vidéo. Il y a des choses qui relèvent du toucher, une texture, une température, une pression.
l'expert, il va avoir ça dans sa tête et dans ses mains. Ça lui est naturel. C'est ces éléments-là qu'on aura explicités avec la méthodologie Apster, qu'on aura capitalisé en éléments textuels ou visuels et qui serviront de fil rouge durant tout l'apprentissage de chacun de ces 10 à 20 savoir-faire d'un nouveau collaborateur. Donc voilà, je voulais la faire très courte. En résumé, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de chat GPT. Quelque part, ça s'adresse à le savoir-faire de l'humanité, accessible à tout le monde et qui est digéré par ce gros intestin numérique et qui va vous ressortir de manière digérée et assimilable facilement un résumé de la connaissance humaine. Apster vise à s'adresser à tout ce qui est l'intelligence de la main, le savoir-faire, le capitaliser pour pouvoir mieux le sauvegarder, puisqu'il y a plein de métiers qui disparaissent, à la fois des métiers d'artisans très nobles, très beaux, mais aussi des métiers industriels très nobles et très beaux. J'ai en tête des gens qui partent en retraite et qui pleurent devant moi parce que leur métier disparaît avec eux. Et sans parler de l'impact, bien sûr, sur les entreprises. Mais donc, on vise à pérenniser ça, à le standardiser, mais en même temps le rendant vivant pour il puisse continuer à faire vivre les entreprises en dépit de tout ce qu'on peut voir et lire un peu partout sur l'industrie 4.0, l'automatisation. Aujourd'hui, les 2 tiers des activités de production euh, dans le monde, que ce soit des biens ou des services, sont encore faits par des gens avec leur tête, avec leurs mains. Et même si on peut avoir peur de l'avancée technologique et de la vitesse à laquelle ça va, c'est pas encore demain que tout ça va disparaître. Et aujourd'hui, c'est encore un sujet extrêmement critique que de pouvoir capter et transmettre. Et c'est donc bien le sujet sur lequel cette méthodologie, cette approche focalise pour que les sociétés soient autonomes dans leur futur avec leurs collaborateurs. Donc, je vous remercie de votre attention. On va laisser le plus de temps possible pour l'interaction et les questions. C'est à vous. Merci beaucoup, Franck. Effectivement, voilà, on voulait garder vraiment un temps suffisant pour permettre les échanges entre Franck et vous, permettre les questions sur cette solution. Euh, Peut-être, moi j'avais une première question. Je ne sais pas si après les questions viendront, mais n'hésitez pas à lever la main, à intervenir pour poser vos questions, hein. On a une vingtaine de minutes pour échanger ensemble. Moi, la question, c'était, admettons voilà, qu'une entreprise souhaite mettre en place cette solution demain dans sa société, en commençant par un type de poste donné. Oui. Voilà, comment ça se passe, comment ça va se passer et quel temps il faut voilà, pour mettre en place cette solution. Oui, typiquement, merci Stéphane, un poste de travail. Alors, bien sûr, il faut avoir un expert. Enfin, il faut y avoir. Des fois, le savoir-faire peut être morcelé, mais typiquement, on va avoir Robert qui, depuis 30 ans, pratique cette activité et qui maîtrise tout, qui a vu quand ça marche, qui a vu quand ça marche pas et on vient le solliciter quand il y a un problème de qualité, qui voit les nouveaux produits sortir et il va aider à les mettre, à les industrialiser, qui se souvient les anciens, comment il faut les réaliser, et puis à qui on demande de former. Donc, Robert, il aime pas forcément former, et puis il fait tellement machinalement avec ses mains qu'il va falloir l'aider à expliciter tous ces éléments. Donc, typiquement, on va prendre une semaine avec Robert. Alors, c'est effectivement impactant pour l'activité hein, de libérer un expert ce type de temps, mais c'est la moyenne qu'il faut pour arriver à créer le contenu du savoir-faire de Robert, au moins 80-90% de son expérience. J'ai un exemple en tête récemment sur une activité d'usinage où ça prend entre 2 et 5 ans pour former un nouveau collaborateur. On a pris l'expert qui était là depuis 20 ans et en une semaine, on a réussi à créer 80% des éléments hyper critiques de son savoir-faire. Il faut bien voir qu'on n'est pas là pour écrire des procédures, hein. Il y a des très bonnes procédures, enfin, des fois un peu moins bonnes, mais en tout cas, il y a de la documentation.
qu'il faut suivre, c'est les règles. Il faut se mettre en conformité et être en capacité de répondre à des audits. Ce qu'on va capter ici, c'est les trucs et astuces qui souvent ne sont pas documentées puisqu'elles sont juste dans la tête et les mains de Robert. Donc, sur une semaine, on arrive à couvrir la majorité du savoir-faire en question en termes de création de contenu, de support, de transmission. Et puis, sur le côté transmission à un nouveau, il faut qu'on ait quelqu'un qu'on va former à former. Ça va prendre quelques jours. Et puis, l'apprenant, suivant la disponibilité des opérations, suivant la complexité, on va dire que sur une activité qui dure 6 mois, aujourd'hui, pour former quelqu'un, on va réduire ça à 2 mois, 1 mois, 2 semaines, suivant les cas. Ça D'accord, répond à la donc question? ouais, c'était un peu se projeter et montrer comment ça peut, voilà, C'est les ça ordres de peut, grandeur, oui. ça peut réduire le temps. Alors il y a une question de Vincent. Alors je vais relayer, à moins que Vincent, s'il veut, il peut prendre directement poser la question en prenant la parole. Hein, faut pas hésiter. Sinon je la relais. Merci. Ah, Vincent, vous avez votre micro coupé. Ouais. C'est Voilà, bon là? parfait. Oui, bonjour à tous. Donc, Vincent Quillet, moi je suis je suis consultant en transformation digitale pour l'industrie. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse notamment parce que ce qui m'intéresse essentiellement, c'est les opérateurs et les machines et le lien entre eux. Donc, c'est un sujet tout à fait intéressant. Ma question, c'est au niveau de la confidentialité, de la sécurité des informations, puisque on est dans un monde industriel, logiquement, et voilà, c'est une question que je me pose. Donc, comment vous faites pour garantir auprès des industriels cette sécurité des informations? Merci, effectivement, c'est une question qui revient souvent, hein. On touche au cœur du réacteur d'une entreprise, son savoir-faire. Donc, on ne peut pas se permettre de jouer. Je vous ai dit qu'on sortait du groupe Safran, qui a des activités notamment militaires, défense. Ça les amuse pas tellement qu'il y ait des secrets de fabrication qui soient partagés, enfin, qui puissent être dérobés par des pays malveillants. Donc, d'un point de vue purement informatique, on a toutes les solutions possibles, hein, serveur on-premise dans un coffre-fort de la société. Nous, maintenant, on voit la tendance qui se dessine, c'est du SaaS sécurisé, hébergé chez nous, qui est satisfaisant. Bien évidemment, les données, on les crypte. On va utiliser tous les éléments de sécurité classiques sur des données sensibles, hein. Donc après, chaque client est différent et il a des sensibilités plus ou moins fortes. Un plombier près de chez lui, enfin qui est près de chez nous, lui, à la limite, il va être OK de partager son savoir-faire parce que tous les plombiers devraient avoir à peu près les mêmes techniques. Quelqu'un qui travaille dans la pharma à faire des vaccins ou dans la chimie avec des secrets de fabrication, c'est différent. Un petit bémol, néanmoins, un retour d'expérience qu'on a, hein, et c'est pas sur le côté technique, c'est sur le côté vraiment opérationnel. En fait, les secrets vont être dans le design, oui. Ils vont être dans les opérations, mais dans les opérations, euh, on se rend compte, c'est assez curieux d'ailleurs, qu'on arrive, quand va à un niveau de granularité très faible, de l'ordre de la minute, sur un savoir-faire, on retombe un peu toujours sur les mêmes savoir-faire. Et si on voulait aller encore plus loin, les trucs et astuces, c'est des activités de 1 à 3 secondes. Donc c'est comment on tourne la main. Donc un savoir-faire, c'est une composition, une recomposition comme une intégrale mathématique de tous ces éléments-là. Donc plus on va fin et plus on va sur le corps humain et des choses qui sont communes à tout le monde. Euh, donc sur 1 minute, on va avoir des choses qui sont en moyenne assez communes. C'est la recomposition de toutes ces minutes dont on fait une séquence et la maîtrise de tous ces éléments ensemble qui va faire l'unicité de votre société. Et je montrais sur l'arbre tout à l'heure les 3 types de savoir-faire, les basiques qui sont quasiment du domaine public, les avancées qui sont peut-être dans votre société, mais que tout le monde va connaître, sont en nombre relativement limité. Et les spécifiques, là j'ai un exemple en tête, tiens, un truc rigolo, sur des parachutes militaires.
Il y avait donc activité éminemment sensible. Il y avait une vingtaine de savoir-faire communs, basiques et avancés. Et si on voulait passer à un parachute particulier du type rectangulaire pour le gars qui va faire une frappe tactique, il y avait de 1 à 3 savoir-faire, suivant le type d'équipement particulier à appréhender. Et ceux-là, bien sûr, ils étaient gardés, entre guillemets, dans un coffre-fort. Alors que les premiers, sur de la couture de haute technicité, vont peut-être être communs avec de la haute couture dans les activités de luxe. Très bien, merci. Et pour la question de l'IA, comment vous l'utilisez et comment vous garantissez justement que des informations, des images, des photos ne vont pas partir dans les modèles de langage? Alors, aujourd'hui, on a tout stocké dans notre... on a nos modèles à nous, donc qui restent en local. On a fait de l'apprentissage avec des grosses bases type Google, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que bon, ça fait partie, je ne vais pas développer toute notre roadmap technique, mais ça fait partie des développements. Tout ce qui est la gestuelle industrielle, il y a assez peu d'éléments de base qui résident dessus. Vous pouvez apprendre sur des universitaires à Singapour qui se sont amusés à démonter un jouet pour enfants, quoi. C'est pas, c'est pas très, très évolué. Alors, comment on utilise l'IA aujourd'hui? Donc, un élément prospectif, c'est ce que je viens de mentionner, sur comment capitaliser et automatiser un peu l'apprentissage du geste. On utilise aujourd'hui pour générer nos vidéos automatiquement. On utilise des briques technologiques d'IA sur tout ce qui est textuel, traduction d'une langue à l'autre, text-to-speech, le texte qu'on aura capté en français, il va être parlé, on a un exemple marrant en zoulou sur des parachutes qu'on fabriquait en Afrique du Sud. Voilà, c'est un côté inclusif. C'est des choses qui sont assez classiques en termes d'IA. Un élément dont on est extrêmement fier, qu'on a implémenté récemment, c'est qu'on a découvert en fait qu'il y avait, pour formuler de manière pédagogique et transmissible une gestuelle, il y a une grammaire du geste autant qu'il y a une grammaire du français. Si vous dites couper à 20 degrés pour se protéger, vous allez le dire naturellement. Mais pour nous, c'est 3 blocs, entre guillemets, fonctionnels. Chacun a sa grammaire, et donc on a codé, et puis on continue d'apprendre cette grammaire en mode IA. Et donc dans le logiciel, si vous êtes coupé, ça fait partie des étapes, c'est une action, c'est un verbe d'action. Et il n'y a pas 3000 phrases, il y a de 1 à 3 mots. Ensuite, 20 degrés, les degrés en question sont le résultat d'une sous-action, quelque chose qu'on vérifie. Donc si c'est quelque chose qu'on vérifie, ce n'est pas une action non plus. Et la manière de le formuler, avec quel sens c'est associé, etc., on continue de décoder cette grammaire du geste. On a une première intégration qui permet de créer du contenu extrêmement simple, parce que plus c'est compliqué, plus c'est difficile à apprendre, et en même temps pédagogique, puisque c'est une espèce de tunnel de grammaire qui est... et si vous vous mettez maintenant à faire attention quand quelqu'un vous explique quelque chose, vous verrez que les gens expliquent toujours de la même manière. Donc on a découvert ça et on l'a codé sous forme d'IA et ça continue d'apprendre comment le faire encore mieux et encore plus simplement, puisque c'était l'écueil principal pour créer du contenu jusqu'à maintenant. C'était ce sur quoi on accompagnait le plus. Et ça, c'est la méthode d'il y a 80 ans. Maintenant, on a découvert comment faciliter avec la technologie moderne. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci Vincent. Franck, je me posais aussi une autre question. C'est quand même une technologie de rupture, hein, avec l'utilisation du numérique, de l'IA, un peu différente des pratiques traditionnelles de transfert de savoir-faire. Donc pour une entreprise, c'est quand même un changement important. Euh, Si elle vient vous voir en disant bah, moi ça m'intéresse pour mettre en place ça sur un poste ou sur plusieurs postes, bon, vous travaillez avec elle sur la construction de sa solution. Mais après, comment ça se passe derrière, une fois que la solution est en place, pour bien la faire vivre? Est-ce que comment vous intervenez sur la durée?
Et j'ai une autre question dans la question. On imagine que ce transfert de savoir-faire, il peut évoluer. Donc, comment est-ce que est-ce que vous pouvez facilement faire évoluer, voilà, un module de formation, par exemple? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions dans les questions. La première, c'est en fait, il faut identifier qu'il y a vraiment un besoin dans l'entreprise. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vient une journée sur site et on montre comment ça fonctionne, surtout à un opérateur qui a déjà pratiqué du transfert de savoir-faire dans le passé. Et c'est à la fin, lui, le juge de paix, c'est pas le patron du site qui va dire ah, c'est super, ça marche, etc. Il faut vraiment que ça soit utile et que ça crée de la valeur et que ça change, comme tu disais, Stéphane, justement, l'approche. Alors, bien sûr, derrière, on a une dynamique de changement, de transformation. Mais si on veut passer de 6 mois à 1 mois pour former quelqu'un, effectivement, on ne va pas le faire de la même manière. Donc ça, c'est la toute première approche. Ensuite, il y a une partie mise en autonomie du site qui peut se passer de plusieurs manières. Soit on vient et on crée le contenu pour la boîte, soit on autonomise la société en question en formant ce qu'on appelle des référents qui vont pouvoir lancer un nouveau poste, identifier les savoir-faire à créer sur ce poste, les créer et former les formateurs pour que là, ça va être Ginette qui va pouvoir former Margot. Donc ça, c'est la mise en autonomie. Et puis ensuite, idéalement, la boîte est autonome. Elle est autonome pour former des collaborateurs, pour créer du contenu et aussi en modifier. Et donc, si tu modifies du contenu existant, soit en changeant une photo, soit en changeant du texte, on appuie sur un bouton et immédiatement, le contenu, les quiz associés sont régénérés. Il n'y a pas de post-intervention humaine, de post-production, on pourrait dire. Nous, on fait pas du tutoriel. C'est vraiment, en tant qu'anciens industriels, l'objectif, c'est que quelqu'un qui ne sait pas aujourd'hui, dans quelques semaines, sache faire le job aussi bien qu'une personne qui le fait depuis des dizaines d'années. Ok. Et Merci main pour qui ta se lève. réponse. Je vais passer la parole à Mohamed Dari, qui a une question. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, vous pouvez prendre la parole. Mohamed. Bonjour à tous et à toutes. J'ai une petite question, c'est concernant le transfert du savoir-faire. On vous entend de très loin, Mohamed. Est-ce que vous pourrez. Est-ce que là, vous m'entendez? Un petit peu mieux, ouais. Oui. Donc, je voulais vous poser une petite question par rapport au transfert du savoir-faire. L'expert, on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé, donc on a compris une méthode, on va dire, hybride pour capturer le savoir-faire et le transférer. Et est-ce qu'il va dépendre aussi du récepteur qui est la personne informée? Par exemple, moi, je veux former une personne, mais par exemple, au bout de 3 mois, au bout d'1 an, pas la personne que je m'attendais, donc il va y avoir changement. Est-ce que je suis obligé de refaire la méthode du transfert de savoir-faire? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'elle dépend de la personne informée ou elle peut être indépendante de la personne informée? D'accord. Alors, merci pour la question. Il y a effectivement il y a plusieurs aspects dans la question, en fait. Le premier, c'est sur la création du contenu. Le contenu, il y a un aspect quelque part contrôle qualité pour s'assurer que ça va bien fonctionner la transmission. Donc, un expert, il va avoir ses trucs et astuces dont il est inconscient. Donc, on va l'aider à expliciter son implicite et créer du contenu à partir de ça. Mais si vous prenez un autre expert ou un troisième expert, vous allez vous rendre compte que tous les chemins mènent à Rome, mais ils ne prennent pas forcément le même chemin pour arriver au même résultat. Donc, une première étape de, entre guillemets, validation, c'est de croiser les bons trucs et astuces de tout le monde et de les capitaliser et d'arriver à créer finalement un standard de transmission. La deuxième étape de validation, c'est, on est quand même dans des environnements comme la chimie où c'est extrêmement réglementé. Donc, il y a des ingénieurs qualité, des ingénieurs méthode, des ingénieurs industrialisation qui sont ce que nous on appelle les gardiens du temple et qui donc doivent s'assurer qu'en termes de sécurité, de qualité, d'ergonomie, notamment, les éléments créés
ex nihilo quelque part, puisque c'est de la tête et des mains d'un sachant, sont en conformité. Et là, on a toujours des surprises parce que soit la procédure, elle peut pas marcher et ben, Robert, il a trouvé une astuce pour que ça marche, mais il en a jamais parlé parce qu'il voulait pas qu'il y ait de la paperasse. Soit à l'inverse, il fait des choses qui sont pas acceptables et il faut lui expliquer pourquoi et trouver une solution ensemble. Ça, c'est la deuxième validation, entre guillemets. La troisième, ben, c'est qu'on prend des nouveaux, soit des gens des bureaux qui vont servir de cobayes, soit des vrais nouveaux collaborateurs, et on va les former avec le support. Et très souvent, ça ne marche pas du premier coup parce qu'on aura oublié des trucs et astuces, etc. Donc ça, c'est sur la création du contenu. Ensuite, sur le contenu lui-même, bah, il va vivre dans le temps, comme pour répondre à la question de Stéphane. Voilà, s'il y a des nouvelles astuces qui sont trouvées ou des choses qui vont pas, bah, on peut régénérer les éléments à la volée. Et puis, le collaborateur, bah, il peut se passer deux choses. Effectivement, il y a des collaborateurs qui ont plus de difficultés que d'autres. Ben, dans ces cas-là, ça fait entièrement partie de la méthodologie, hein. Il y a une petite carte de support méthodologique qui dit que si l'apprenant n'a pas appris, c'est que le formateur n'a pas formé. C'est très lourd de sens. Ça veut dire que c'est la responsabilité du formateur que nous, on va former, de comprendre pourquoi l'apprenant n'apprend pas. Alors, si c'est une histoire d'attitude, c'est un problème de management, mais si c'est une histoire d'aptitude, ben, c'est au matériel et au formateur à s'adapter à l'apprenant pour qu'il y arrive. Un autre élément à prendre en compte, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ben, les gens, ils oublient. Ça a été codifié même par un psychologue allemand qui s'appelle Ebbinghaus. Il y a une courbe d'oubli, là. On peut prédire de combien on oublie en fonction du temps. Et donc, on peut avoir à réactiver des savoir-faire ou des compétences qui ne sont pas pratiquées depuis longtemps. Si on pratique au quotidien, bon, il y a moins de chances qu'on oublie. Mais il y a des fois des produits, des services qu'on n'a pas fait depuis longtemps, depuis 6 mois, même si réglementairement, on doit être peut-être retesté ou revalidé tous les ans. Si on n'a pas fait depuis 6 mois, ben, ça peut être difficile de se souvenir. Et là, il y a des dispositifs où les modules peuvent être utilisés pour réactiver sa mémoire et éventuellement repratiquer. Voilà, je pense ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Franck. Et cette solution, alors la solution elle peut être mise en place aussi bien dans des grands groupes que dans des petites sociétés. C'est assez agile. Est-ce que tu as là-dessus des retours d'expérience peut-être ou Oui, oui, oui. Bah, ça va alors, je prenais l'exemple de Safran, forcément, puisque c'est de la consort. Là, c'est du multisite, multi-société, multi-pays. On doit être dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays aujourd'hui et une vingtaine de sites sur des D'accord. activités extrêmement variées. Et donc là, il y a une fois par mois des pratiquants qui se mettent ensemble, une communauté s'est créée pour échanger des bonnes pratiques méthodologiques et métiers, puisque ça se croise, hein, les métiers de la mécanique ou de l'électrique ou de la chimie, ben voilà, vont partager des bonnes pratiques. Après, les gens les prennent ou les prennent pas, mais au moins, s'il y a déjà quelque chose qui existe, c'est pas la peine de réinventer la roue. Et puis, très récemment, enfin, après, on peut décliner tous les tailles d'organisation, mais le plus extrême, je dirais, en termes de, de taille, qui me vient en tête, c'est un endroit où on est allé il n'y a pas très longtemps, un petit atelier qui fait du câblage avec 8 personnes. Et ils sont dans le domaine de la défense. Ben, ils ont un pic d'activité. Malheureusement, ces temps-ci, les activités militaires montent beaucoup. Donc là, ben, ils doivent augmenter de manière incroyable, très très vite. Et ben, pour le coup, ils n'auront pas le loisir de dédier quelqu'un à temps plein. Donc on vient, on crée le contenu pour eux, on les forme à former. Et puis, ben, ils vont être autonomes sur les bases de leur métier. Dans des grands groupes, on va plutôt avoir tendance à former les référents dont on parlait tout à l'heure et les rendre autonomes. Alors, ils peuvent structurer ça de manière corporate, division, site. Là, j'ai en tête quelqu'un avec qui on travaille dans la pharma.
Ils ont une entité en Hongrie, aux États-Unis, en Inde, en France, avec chaque fois des sous-entités, puisque c'est des labos et qui donc, sur le site, ils se fabriquent une demi-douzaine de produits pharmaceutiques. Ils sont en train de mettre en place quelque chose de global également. Appster devient le standard. Et ça permet du coup, ils ont créé une université. Alors, ils avaient déjà des éléments sur le côté soft skills de leur université. Mais là, c'est marrant, c'est une tendance qu'on voit un peu partout, hein, des créations d'écoles industrielles, les sociétés, et d'ailleurs à tous les niveaux de taille. On voit des PME qui créent leur école industrielle parce qu'ils ne sont pas satisfaits du système d'éducation, ils ne sont pas satisfaits des organismes de formation. Néanmoins, ils ont un problème de pérennisation de leur savoir-faire, de formation rapide à leur technique particulière. Et là, ils s'autonomisent, ils créent leurs moyens internes. Et jusqu'à maintenant, les universités d'entreprise étaient plutôt orientées, entre guillemets, col blanc. Et aujourd'hui, on voit une tendance à orientation col bleu et activité manuelle pour devenir maître de son futur industriel, quoi. D'accord, d'accord. Euh, et alors, je vais mettre à la place là, je vais parler un peu plus je vais mettre à la place d'une PME qui se dit, c'est super, franchement, c'est une solution qui peut vraiment répondre à une problématique que j'ai en termes de pérennisation des savoir-faire. Euh, la question, c'est de me dire, la mettre en place, moi je pars de zéro, combien ça va me coûter? Et puis, voilà, est-ce que je vais retrouver, avoir un retour sur cet investissement? Et comment vous feriez pour convaincre cette PME de se dire, je peux me lancer sur cette solution? Voilà. Ouais. Voilà. Alors, il y a plusieurs aspects. L'aspect coût, nous, on a un ticket un peu de base sur un poste de travail qui souvent est leur problématique. Ils ont un poste goulot, un poste où quelqu'un va partir en retraite, etc., avec un ticket de l'ordre de quelques dizaines de cas Ouais. sur la fourchette basse. Ensuite, il y a deux modalités de facilitation de ce ticket, si vraiment c'est un problème. Ceci étant, si on met en perspective, il y a des études qui montrent que embaucher un nouveau collaborateur, ça coûte à peu près 25 000 euros. Entre le recrutement, la mise en autonomie, et s'il part, voilà, turnover, crack, il faut en rembaucher un autre. Le coût de départ d'un expert en retraite, anticipée ou pas, j'ai pas vu d'études qui le chiffraient, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, après, si on se base sur des budgets IT, des budgets RH, ça peut paraître élevé, mais il faut mettre en perspective de l'impact opérationnel de tout ça. Si c'est une PME qui a vraiment des soucis financiers, nous, on a deux modalités. Alors, il y en a une, c'est pas nous qui allons faire le job, mais c'est les organismes publics du type OPCO qui sont très, très heureuses de financer ce genre de choses. Là, on parle du dispositif, s'il y a des RH dans la salle, de dispositif AFEST, Action de formation en situation de travail, pour lequel les PME peuvent être aidées. Et puis, de notre côté, en fait, on essaie de créer ce qu'on appelle des collections, pas une base de données, mais une collection comme une collection de musées de patrimoine vivant, avec des savoir-faire communs, les basiques dont on parlait tout à l'heure. Et si la PME a des choses qu'ils ne considèrent pas être des secrets de fabrication, et on peut trouver un arrangement où ils nous partagent ce qu'ils font chez eux et qui sont des très bonnes pratiques que tous les acteurs, je ne sais pas, de la chimie pour faire un dosage ou des choses comme ça. Il n'y a rien de secret derrière. Donc nous, on va capitaliser ces éléments pour les proposer à une autre entité pour que personne ne réinvente la roue. Les bonnes pratiques de ça, des experts pour faire du dosage, ils font tous pareil, hein. Donc ça, et du coup, ça va réduire le coût initial pour la PME. Merci Franck, c'est clair. Bon, s'il y a des RH dans la salle, j'imagine qu'elles sont déjà en contact avec leurs OPCO, mais si besoin, via Novachim, on peut très bien nous les mettre en relation avec les OPCO, hein, s'il y a des discussions qui s'entreprennent avec vous. Je vois qu'on arrive déjà au terme de ce webinaire, ça passe très vite. Si quelqu'un a encore une question, il ne faut pas hésiter, hein, on a encore le temps de prendre une question.
Sinon, il va être temps de conclure cette séquence. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand, du côté de Novachim, hein, quand Provence Promotion nous a présenté Abster, nous a présenté cette solution, on a tout de suite trouvé ça extrêmement pertinent, extrêmement intéressant pour les entreprises de notre filière. Parce qu'on sait qu'il y a des problématiques donc, pour la transmission de savoir-faire qui sont complexes dans nos industries, des postes d'opérateurs spécialisés qui sont toujours difficiles à remplacer ou à pérenniser. Donc, on trouve on a trouvé que cette solution de rupture était totalement innovante et pouvait répondre à un vrai besoin. C'est pour ça qu'on a organisé donc, avec France Promotion et avec Abster ce webinaire pour vous permettre à vous de vous faire votre propre idée. Donc, de toute façon, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, comme j'ai dit au début, hein, on vous donnera accès au replay du webinaire, on vous donnera aussi accès à la présentation. Si de votre côté, au niveau individuel, chaque entreprise, vous souhaitez en savoir plus sur la solution, poser vos questions par rapport à vos problématiques concrètes dans votre entreprise, il ne faut pas hésiter. Sur la présentation, vous avez le contact direct de Franck et vous pouvez le contacter. Sinon, vous pouvez également passer par nous, hein, reprendre contact avec nous. Nous, on fera la mise en relation. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça vaut le coup hein, de prendre un rendez-vous avec Franck et puis de lui poser vos questions sur vos problématiques propres. Voilà, donc ça, c'est le message que je voulais passer. Écoutez, il me reste, comme je vois qu'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier pour votre participation, remercier Franck pour sa présentation. Merci à vous. Très clair, super. Et puis, voilà, j'espère que de votre côté, ça vous donnera envie d'aller plus loin sur ces solutions. Voilà. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, juste dans la présentation, voilà, je vous partage, il y a nos coordonnées, hein, côté Novachim, à moi-même, ma collègue Florence Russo et Gaïané. Vous avez les coordonnées de Franck. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas, contactez-nous si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on vous mette en relation. On est là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Et puis, à bientôt. Au revoir.